This episode is brought to you by LifeLock. The holidays mean more travel, more shopping, more time online, and more personal info in places that could expose you to identity theft. That's why LifeLock monitors millions of data points every second. If your identity is stolen, their US-based restoration specialist will fix it, guaranteed or your money back. Get more holiday fun and less holiday worry with LifeLock. Save up to 40% your first year. Visit LifeLock.com/podcast. Terms apply. The Ford Explorer is America's all-time best-selling SUV. But we couldn't leave it at that, because you still have unmarked paths to pursue. So we gave it an available 400 horsepower engine. It's up to you what you do with that power. The 2025 Ford Explorer. It's all in the name. Based on S&P Global Mobility 1946 to current U.S. total new cumulative registrations for all vehicles identified as SUVs. Horsepower and torque ratings based on premium fuel per SAE J1349 standard. Your results may vary. Vendredi 2 novembre 1979. Il est 13h. Au 35 de la rue Béliard, dans le 18e arrondissement de Paris, Jacques Mérine se réveille. L'ennemi public numéro 1 a mal au bide. Avec l'alcool aussi, il fait dans l'excès. Bon anniversaire, mon bébé. Sylvia Jean-Jacot, sa compagne, a 28 ans aujourd'hui. Son cadeau l'attend dans un écrin enrubanné. Un bracelet en diamant qu'elle a repéré dans la vitrine de chez Cartier. Jacques le lui offrira au restaurant ce soir. Et après, ils iront danser. Mais avant, ils doivent se rendre à Marly-le-Roi. L'homme le plus recherché de France y a acheté un appartement pour les vieux jours de Sylvia. Et pour les siens, peut-être, si les flics ne lui collent pas une balle dans la tête. « 15 heures. En planque à 200 mètres de là, le commissaire Broussard est prévenu par radio. Sylvia, perruque châtain clair, bouclée, vient de sortir dans la rue. Elle regarde dans toutes les directions. RAS. Mesrine sort à sa suite. Il roule des mécaniques. Les flics se foutent de sa gueule. Le con, il va se déboîter l'épaule. Le grand Jacques va chercher sa BMW 528i gris foncé. Sylvia s'installe à l'intérieur, avec son caniche nain fripouille. Jacques charge des vêtements et une valise bleu nuit dans le coffre. Puis il s'assoit derrière le volant et s'engage dans la circulation. Les flics enquillent. Une voiture devant, 2 derrière. L'occasion se présente de serrer l'ennemi public numéro 1 à la sortie de la rue Béliard. Mais une camionnette s'insère entre le véhicule de tête et la BM. Ce sera pour la porte de Clignancourt. Broussard donne l'ordre au camion bâché d'y foncer. À l'arrière, 4 tireurs d'élite armés de carabines Ruger Mini. La porte de Clignancourt est embouteillée. Jacques prend son temps. Il est heureux. Sylvia aussi. Dans un mois, ils partent pour l'Italie vivre de leur rente, comme ils disent. Jacques y enfilera son dernier déguisement. Définitif celui-ci. Une chirurgie esthétique qui le rendra méconnaissable. Jacques Mérine, c'est fini. Bonne chance au futur ennemi public. Sylvia caresse Fripouille, calée sur ses genoux. C'est sa place. Les grenades incendiaires à ses pieds, c'est leur place aussi. Le couple ne prête pas attention au camion bâché qui arrive par la droite. Courtois, Jacques le laisse passer. Le conducteur le remercie et s'arrête au feu rouge, devant la BM. Allez les enfants, on y va. Le commissaire Broussard vient de donner l'ordre. À l'arrière du camion, les 4 flics se redressent et visent Mesrine. Les canons de leur Ruger sont prêts à rendre le verdict. Broussard et ses hommes encerclent la BM. Le premier flic de France braque l'ennemi public numéro 1. Le temps semble s'arrêter. Et pourtant, tout va très vite. Dans la BM, tout le monde a compris. Fripouille aboie comme un enragé. Sylvia met ses bras devant son visage. Jacques tente d'atteindre ses grenades. Trop tard.
Le pare-brise s'étoile. Les balles à haute vélocité le traversent comme du beurre. Elles finissent leur course meurtrière dans le corps de l'ennemi public numéro 1. 15h15. Les armes se sont tues. Jacques Mérine est mort. « 43 ans plus tôt, le 28 décembre 1936 à Clichy, Jacques Mérine pousse la première gueulante d'une longue liste. André n'en revient pas. Il a un fils. À 3 jours de Noël, c'est le plus beau cadeau que Fernande pouvait lui faire. Les parents Mérine viennent d'ouvrir un atelier de broderie de luxe. L'affaire marchant bien, ils viennent de quitter leur studio pour un 2 pièces avec Christiane, la grande sœur. Jacques passe ses premières années dans une bulle de douceur. Il idolâtre son père qu'il prend pour Cary Grant. Le bonheur est total, mais de courte durée. Le 3 septembre 1939, la France entre en guerre. André Mesrine part au front, laissant femme et enfants. Il sera fait prisonnier en 1940, comme près de 2 millions de soldats. Envoyé en Allemagne dans un stalag, ses enfants ne le reverront plus pendant 6 longues années. Jacques a le cœur brisé. Son innocence vole en éclats. Pour protéger ses enfants des combats, Fernande les envoie chez des cousins près de Poitiers. À la campagne, Jacques est livré à lui-même. Il se bagarre avec les gamins du coin quand il ne joue pas à la guerre. Ses armes de bois le fascinent, préparant le terrain d'un amour inconditionnel. À son retour à Clichy en 1945, sa mère retrouve un garçon belliqueux qui a pris du retard à l'école. Et elle travaille trop pour veiller à son éducation. Alors, c'est dans la rue qu'il fait ses classes. « 1946. Un jour qu'il rentre de l'école, Jacques lève les yeux vers son balcon. Sa mère lui fait de grands signes. À ses côtés, une silhouette. Son père est rentré de la guerre. Jacques est fou de joie. Mais c'est un fantôme qui l'accueille, incapable de lui donner toute l'attention dont il a manqué. Qu'à cela ne tienne, Jacques en a encore sous le pied pour se faire remarquer. De 1949 à 1953, Mesrine est renvoyé de 3 établissements scolaires. Indiscipline, absence, résultats médiocres. Il n'a jamais rattrapé son retard et n'en a pas l'intention. Ce sont les bancs de l'école buissonnière qu'il fréquente le plus assidûment. Il sèche les cours et va au cinéma, voir des films de gangsters. Dans les salles obscures, il s'y croit. Il veut en être. Ça tombe bien. Sa grand-mère habite Pigalle, au lieu du grand banditisme à la française. Mesrine traîne tellement dans le quartier que tout le monde le connaît. Et Mesrine prétend connaître tout le monde, les truands surtout. Il raconte à ses potes qu'il fraye avec les caïds, avec sa gouaille et son léger cheveu sur la langue. On est prêt à le croire. Mais Pigalle n'est plus ce que c'était. Il y a surtout des voyous la petite semaine qui se prennent pour des grands, et des gamins pour leur donner du crédit. 1956. Jacques a 19 ans et la violence dans le sang. Incapable de garder un boulot. Incapable de prendre soin de sa première femme. Il passe ses journées à jouer au poker et à gamberger. Il s'est entiché d'une prostituée rencontrée à Pigalle. Son Mac est un salopard. Il lui a agrandi le sourire au rasoir. Jacques veut lui faire la peau. Affublé d'un chapeau et de lunettes noires, il se pointe au bar le sans souci. Le proxo est là, dans la salle, comme à son habitude.
Jacques s'accoude au comptoir. Il fait mine de boire un verre et tâte la poche de son blouson. À l'intérieur, un petit revolver 6,35. On dirait une réplique à amorce pour les gamins. D'autant plus que Jacques n'a même pas 20 ans. D'un seul coup, il dégaine et presse la détente. La balle traverse la salle, droit sur le proxo qui n'a pas le temps de comprendre ce qui lui arrive. Le projectile s'encastre dans le mur, à quelques centimètres de son visage. Jacques ne demande pas son reste et s'enfuit en courant. Encore grisé par sa première tentative de meurtre. « 28 juillet 1957. Le 2e classe Mesrine débarque à Alger, après 8 mois de service et une dizaine de condamnations militaires. Retard, refus de corvée, port non réglementaire de l'uniforme, l'armée se désole. Son intelligence pourrait faire merveille s'il suivait les ordres. Mesrine préfère se mettre au service du désordre. En pleine guerre d'Algérie, il rejoint la 626e magasin dans le nord constantinois, une compagnie disciplinaire installée dans une ferme. Comme les autres soldats, Mesrine passe ses nuits dans une soue à cochons. Mais il est le seul à astiquer sa mitraillette pour tuer ses journées. Sa passion pour les armes le dévore, même s'il n'a pas beaucoup d'occasions d'en faire usage. Parti pour l'aventure, Jacques revient bredouille en mars 1959. Mais il ramène un souvenir, un Colt 45 et quelques idées pour s'en servir. 10 janvier 1962. Louviers, propriété secondaire des Mérines. Jacques a réuni ses complices dans la cave du manoir. Ses parents la lui laissent, pensant qu'il a besoin de liberté plus que de sévérité. Lui a fait de ses quelques mètres carrés un tripot pour jouer au poker et se passer les filles. Pour s'inventer une réputation aussi, devant un public captif. Aujourd'hui, Jacques veut prouver qu'il est à la hauteur de ses mots. Qu'en plus d'être cambrioleur, il est peut-être un vrai braqueur. Avec 3 complices, il charge une partie de son arsenal dans la 403 de ses vieux. Puis, il ramasse un peu de boue et l'étale sur la plaque, au cas où les flics repéreraient la bagnole. Les 4 hommes grimpent dans la Peugeot, chargée à bloc. Direction le Neubourg, sa Société Générale, sa bijouterie. Aujourd'hui, ce sera un doublé. 2 casses, l'un à la suite de l'autre. Parce qu'il est comme ça, Jacques. Il veut tout. La 403 avale les 30 bornes jusqu'au Neubourg, sans se faire repérer. Jacques et ses complices descendent de bagnole. Ils prennent chacun un chemin différent. Pour qu'on ne les voie pas arriver ensemble, ça attire moins l'attention. En marchant dans les rues calmes, la main sur son flingue, Jacques est sûr de son coup. C'est du tout cuit. Pour les gendarmes aussi, c'est du tout cuit. On les a prévenus. Ils attendent les 4 hommes devant leur cible et les cueillent tranquillement un à un, sans qu'ils n'aient fait le moindre casse. La 403 est repérée sur une place de stationnement. Avec sa plaque maculée de boue, difficile de passer à côté. Les gendarmes y trouvent un pistolet, une carabine et 2 masques. Toute la panoplie du petit braqueur. La fouille de la cave révèle un arsenal à la mesure de l'amour de Mesrine pour les armes. Il passe aux aveux et prend 18 mois ferme. C'est sa première peine de prison. Maria Soledad découvre qu'elle est mariée depuis 6 mois à un truand. Qu'elle a même donné une fille à un truand. À sa sortie de tôle en juillet 1963, Jacques lui jure qu'il ne touchera plus à ça. Il se fait embaucher comme maquettiste chez un architecte avant d'ouvrir un resto aux îles Canaries. 2 autres enfants naissent, Bruno en 64 et Boris en 66. Mais Jacques n'arrive pas à décrocher. Dans l'ombre, il poursuit sa véritable carrière, celle dont il rêve depuis qu'il est gamin. Braquage, cambriolage, port d'armes prohibées. Son CV criminel s'allonge. Le 2 décembre 1965, il se fait serrer à Palma de Majorque,
dans la résidence du gouverneur militaire. Maria ne croit plus aux belles paroles de son homme. Les scènes de ménage se multiplient, les coups aussi. Elle menace de le dénoncer aux flics. Jacques la traîne par les cheveux dans les escaliers et lui cale le canon dans la bouche. On ne menace pas Jacques Mérine. Maria n'en peut plus. Elle promet de se foutre en l'air avec sa fille. Alors Jacques rentre en France avec les gosses. Il charge à sa famille de les élever. Lui retourne à ses affaires. Jeanne Schneider grandit près de Bordeaux. À 7 ans, elle perd sa mère. Son père, fortuné et tyrannique, se remarie aussitôt. Sa nouvelle femme prend la gamine en grippe et obtient qu'elle soit placée comme domestique à 14 ans, malgré la fortune familiale. À 18 ans, elle claque la porte et monte à Paris. Arrêtée après le vol de la caisse du resto où elle bosse, elle atterrit en tôle. 1 an plus tard, elle atterrit sur le trottoir. Le 22 octobre 1966, Jeanne a 27 ans et se fait appeler Janou. Elle tapine dans un bar à hôtesse rue Pierrefontaine, non loin de Pigalle. Avec ses grandes lunettes et ses cheveux raides, elle a l'air d'une secrétaire de direction. Au comptoir, un homme ne la quitte pas des yeux. Pour Jacques, Janou, c'est la femme avec un grand F. Entre eux, le coup de foudre est immédiat. Janou vient de trouver son homme. Jacques vient de trouver son ombre. Il lui propose de l'aider à la gérance de l'auberge du Mont-Saint-Marc, qu'une vieille tante lui délègue, à Vieux-Moulins, dans l'Oise. C'est chose faite le 1er mai 1967. Les intentions de Jacques sont claires. Faire de l'auberge un tripot, où on perd son argent, où l'on se repasse les filles. Une copie conforme de la cave de Louviers. Très vite, les bagarres éclatent et les femmes du coin se plaignent. Leurs maris découchent pour profiter des charmes de l'auberge. Jacques connaît bien Madame le maire. Il fait ce qu'il faut pour qu'elle le laisse en paix. Mais le 14 août 1967 au soir, la situation lui échappe. « Viens vite, Colette, il se passe quelque chose d'affreux au Mont-Saint-Marc, on entend tirer. » Colette Pitard est maire du Vieux-Moulin depuis 11 ans. Et c'est la première fois que ses administrés lui demandent de mettre fin à une fusillade. Elle s'habille en vitesse, passe son écharpe tricolore et saute dans sa 2 chevaux. Il ne lui faut pas longtemps pour atteindre l'auberge. Colette ouvre la porte et découvre une scène de film. Janou est debout sur une table, presque à poil. À ses pieds, des billets de banque et les hommes du village. Autour, les voyous qui s'échangent des torgnoles. Dans un coin, Mesrine qui se marre. Colette n'en revient pas. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Chéri Bibi, le gardien des lieux, se précipite vers elle. Il veut lui mettre son poing américain dans la gueule. Mesrine l'arrête. N'y touche pas. Cette femme est sacrée. Le lendemain, l'établissement est mis sous scellé. Mesrine et Schneider ont déjà quitté le navire, laissant derrière eux des dettes que la justice ne compte pas effacer. Un inadapté social, un peu fainéant, joueur, buveur, aimant le risque et les filles. Un être attiré par la vie nocturne, les bars louches et les putes. Voilà ce que Jacques dit de lui. Il veut tout, mais sans travailler. Son père n'a eu de cesse de lui chercher un métier. Lui s'en est choisi un depuis longtemps. C'est truand. Et il compte bien être le plus grand. Si tu vis dans l'ombre, tu n'approcheras jamais le soleil. À l'été 1968, Jacques et Janou s'envolent pour le Canada. Ils fuient les flics qui les ont dans le collimateur. Il faut dire que ça fait 1 an qu'ils ne chôment pas. Vol, agression à main armée, prise d'otage, pas de doute, ils se sont bien trouvés. Quand ils atterrissent à Montréal, personne ne les connaît. Mais ça ne va pas durer. Bientôt, le petit criminel de droit commun va devenir l'ennemi public numéro 1. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcasts. Cela vous permettra une écoute en avant-première et sans interruption.
ou bien écoutez ce message de notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas. On se retrouve tout de suite. This message is sponsored by Greenlight. We all know the old saying about teaching a man to fish, and as parents, we want our kids to learn the things that will set them up for success. So this holiday season, give kids money skills that last well beyond 2024 with Greenlight. Greenlight is a debit card and money app made for families, where kids learn how to save, invest, and spend wisely with parental controls built in. Sign up today at greenlight.com/Spotify. Greenlight.com/Spotify. ¿Hablas español? Sprichst du Deutsch? Komm du noch? If you've had that sound from Babbel before, I bet you do. Babbel is the science-backed language learning app that actually works. With quick 10-minute lessons handcrafted by over 200 language experts, Babbel gets you on your way to speaking a new language in just a few weeks. With over 16 million subscriptions sold and a 20-day money-back guarantee, just start speaking another language with Babbel. Right now, up to 55% off your Babbel subscription at babbel.com/Spotify podcast. Spelled BABBEL.com/Spotify podcast. Rules and restrictions may apply. Mars 1969. Georges Deslauriers a 51 ans et une immense fortune. Ce courtier en fruits et légumes habite une luxueuse résidence avec piscine à quelques encablures de Montréal, au Québec. La poliomyélite l'a laissé infirme et il cherche quelqu'un pour conduire sa Cadillac décapotable ainsi qu'une gouvernante. Il s'en ouvre à Pierre Desmarais II, un ami fortuné qui lui présente son chauffeur. Il en est très satisfait. De plus, son employé a une femme, garde malade dans un hôpital pour personnes âgées. Elle fera une parfaite gouvernante. Georges Deslauriers est ravi et s'empresse de prendre à son service Jacques Mesrine et Jeanne Schneider. Jacques et Janou sont arrivés sur le sol canadien le 16 juillet 1968. Installés dans la partie ouvrière de Sherbrooke-Est, sur l'île de Montréal, ils se fondent dans la masse. Mais Jacques n'est pas fait pour ça. Il est fait pour les coups d'éclat. Tandis qu'il conduit son nouveau patron et lui fait la popote, il imagine le moyen de le délester d'une partie de ses millions. Pendant 4 mois, il en discute avec Janou. Bientôt, le jardinier les soupçonne et les balance à Deslauriers. Le millionnaire licencie les 2 Français. Pour Jacques, c'est le signal. Il est temps de passer à l'action. 19 juin 1969, 22h30. Georges Deslauriers est seul dans son immense demeure du Mont-Saint-Hilaire. Le temps est doux au pied de cette colline située à l'est de Montréal. Soudain, le téléphone sonne. Deslauriers se hisse sur ses béquilles et marche péniblement jusqu'au combiné. À l'autre bout du fil, Mesrine. Son ancien employé s'inquiète de savoir s'il a été remplacé. Deslauriers répond par la négative, puis raccroche, perplexe. Étrange personnage que ce Mesrine. Son orgueil le pousserait-il à redouter que quelqu'un d'autre prenne sa place ? Que Jacques soit orgueilleux, ça ne fait aucun doute. Comme ça ne fait aucun doute qu'il est redouté d'avoir été remplacé. Mais ce n'est pas une question d'orgueil, plutôt de logistique. Ce soir, le millionnaire est seul chez lui et personne ne l'entendra crier. 2h du matin. Flanqué de Janou et de Michel, un ami français rencontré au cours d'un entretien d'embauche, Jacques aile un taxi. Route 133, Mont-Saint-Hilaire, s'il vous plaît. Le chauffeur jette un coup d'œil dans son rétroviseur. Ses 3 passagers ont l'air louches, mais pas plus que n'importe quel badaud qu'il ramasse au milieu de la nuit. Une demi-heure plus tard, ses clients mettent pied à terre devant la résidence de Georges Deslauriers. Le millionnaire dort profondément. Il n'entend pas le carreau brisé à la cave. Quelques minutes plus tard, une gifle vigoureuse le tire du sommeil. Mesrine et Schneider, ses anciens employés, se tiennent au-dessus de son lit. Le 3e homme, il ne l'a jamais vu. Deslauriers n'a pas le temps de comprendre ce qui lui arrive. Il reçoit du gin en plein visage et un couteau sous la gorge. « Je suis rentré à ton service spécialement pour te faire les poches. » Voilà qui est plus clair. Jacques et Janou tiennent leur vengeance.
Ils se sont fait virer comme des malpropres. Cette nuit, ils viennent toucher leur prime de licenciement. Jacques rapproche le couteau de la carotide du millionnaire. Il a intérêt à écrire ce qu'il lui dicte, s'il ne veut pas se vider de son sang comme un goret. Deslauriers prend un stylo d'une main tremblante et adresse une lettre à son frère. « On me tuera si tu ne trouves pas 200 000 $. Jacques récupère le pli et saisit le millionnaire par le col. Quelques minutes plus tard, il le pousse dans sa Cadillac. Cette fois-ci, c'est lui le patron. Il démarre en trombe et rallie l'appartement de la rue Sherbrooke. L'affaire est rondement menée. Mais le CV de Mesrine ne compte encore aucun kidnapping. Et comme n'importe quel boulot, le crime demande de l'expérience. Ce premier enlèvement tourne alors au fiasco. Le lendemain, le frère Deslauriers ne se pointe pas au rendez-vous pour remettre la rançon. Et profitant de l'absence de ses ravisseurs, le millionnaire se fait la malle, en béquille. La Sûreté du Québec est rapidement prévenue. Mesrine, Schneider et leurs complices décampent sans attendre. Direction la Gaspésie. Mesrine voulait sortir de l'ombre. C'est chose faite. Et les flics n'ont pas fini d'entendre parler de lui. 17 juillet 1969. La veille, Apollo 11 s'est arraché au sol de Cap Canaveral. Objectif, poser l'homme sur la Lune. Un événement historique. Mais Neil Armstrong et ses équipiers ne sont pas les seuls à faire les gros titres. Sur l'Interstate 30, entre le Texas et l'Arkansas, Jacques et Janou fuient en direction de Memphis. Ce matin, ils ont découvert leur trogne dans le journal. Les Canadiens ont transmis leur signalement à l'oncle Sam. Et déjà, 4 voitures de flics leur collent au train. Jacques accélère pour les semer. En vain. Alors, il propose à Janou de choisir leur destin. On se prend une balle dans la tête ou on se laisse arrêter. Janou est de loin la plus raisonnable. Elle opte pour la vie. Après 6 jours de détention aux États-Unis, le Canada obtient l'extradition du couple. Le 23 juillet 1969, Mesrine et Schneider atterrissent à l'aéroport de Montréal. La presse est là, les flashs crépitent. Les 2 truands jouent les stars et saluent les journalistes. Mesrine prend enfin la lumière. Il jouit de cette notoriété qui s'est fait attendre. Et son nouvel avocat, Raymond Daoust, est tout disposé à le faire fructifier. La renommée de l'avocat pénaliste dépasse largement les frontières du Québec. Daoust a une arme de choix pour l'entretenir. Il possède l'hebdomadaire Photopolis, où ses chroniques judiciaires tiennent le public en haleine. Dès le début, il voit en Jacques Mesrine un bon client, à tous les sens du terme. Raymond Daoust est un champion du barreau. Il faut au moins ça pour défendre un champion du crime. Qui plus est, accusé d'un meurtre où toutes les preuves l'accablent. Car, dans leur cavale, Jacques et Janou ont semé un cadavre. Evelyne Le Boutillier, étranglée la nuit du 29 au 30 juin 1969, dans le motel qu'elle tenait en Gaspésie. Là où Jacques et Janou se sont planqués après l'affaire Deslauriers. Le truand clame son innocence. L'homicide sordide d'une quinquagénaire célibataire et affable colle mal avec la réputation qu'il veut se forger. Jacques ne touche pas aux femmes. Jacques ne tue que quand on l'attaque. Jacques n'était même pas là au moment des faits. Alors, comment expliquer la présence de ces empreintes et celles de Janou dans le salon de la victime? Et les bijoux dans la valise? Tout les accuse. Et pourtant, Daoust retourne les jurés et parvient à les faire acquitter le 6 février 1971. Février 1972. Mesrine a pris 10 ans pour l'enlèvement de Deslauriers. Schneider, 5, qu'elle purge à Québec. Janou veut aller au bout de sa peine. Leurs chemins se séparent. Mesrine est détenue près de Montréal, dans l'unité spéciale de correction du pénitencier de Saint-Vincent-de-Paul. Une prison spécialement conçue pour les types comme lui, les peines perdues. Les murs du bâtiment sont en béton armé,
sans fenêtre. Les plafonds des cellules sont percés d'une vitre blindée pour surveiller les détenus. Il n'y a pas de lumière du jour, mais des néons, allumés 24 heures sur 24. À l'extérieur, la cour de promenade est encerclée par un double grillage surmonté de fils barbelés. Ouvert en 1968, aucun détenu ne s'en est jamais évadé. Jacques se jure d'être le premier. Mais il lui faut des alliés. Ça tombe bien. Un nouvel arrivant partage ses ambitions. Jean-Paul Mercier, 28 ans, braqueur multirécidiviste, condamné à 20 ans de réclusion. Ils deviennent amis, certains de pouvoir compter l'un sur l'autre, même si leur vie est en jeu. Ensemble, ils s'associent à 4 autres détenus. Et pendant 6 mois, ils préparent minutieusement leur évasion. 18 août 1972. Depuis leur mirador, les gardiens de l'unité spéciale de correction n'ont pas de raison de s'en faire. La sécurité super maximale de l'établissement leur garantit des journées paisibles. Les fouilles quotidiennes ne laissent présager aucune action violente. Les détenus se tiennent tranquilles. Si ce n'est ce Mesrine qui se plaint au gouvernement de ses conditions de détention et fanfaronne en jouant à la pétanque pendant ses promenades. À croire qu'il fait tout pour attirer l'attention. 21 août 1972. Voilà 3 jours que Jacques s'égosille pour détourner l'attention des gardiens. De leur côté, Mercier et ses complices liment le double grillage. Leur uniforme vert les camoufle dans les herbes hautes qui prolifèrent entre les clôtures. Jean-Paul Mercier n'est pas peu fier. C'est lui qui a réussi à introduire la lime. Il a dissimulé dans le manche de l'une de ses raquettes artisanales dont il se sert pour jouer au tennis. La fin de la promenade approche. Encore quelques allers-retours et le grillage cédera. Il cède. Jean-Paul fait signe à Jacques qui le rejoint rapidement. Les 2 détenus et leurs complices, 6 hommes en tout, se glissent par les trous du grillage. Ça y est, Jacques Mérine s'est évadé. Il est presque 11 heures. Depuis les miradors, les gardiens repèrent des ombres dans la végétation environnante. Ils donnent alarme. La Sûreté du Québec, les polices de Laval et de Montréal dépêchent des hommes sur place. Les hélicoptères sillonnent le ciel. Mais les fuyards se sont séparés en petits groupes, rendant leur capture plus difficile. Certains sont immédiatement repris. Mesrine et Mercier leur filent entre les doigts. Après l'enlèvement de Deslauriers et le meurtre d'Evelyne Le Boutillier, cette évasion fait de Jacques Mesrine l'ennemi public numéro 1. Jacques et Jean-Paul se planquent à Montréal. Mais ils n'ont pas l'intention de faire profil bas. 4 jours après leur évasion, le 25 août 1972, ils braquent 2 banques, l'une à la suite de l'autre. Ils réitèrent le 28 août. Auprès de Mercier, Jacques se perfectionne et peaufine son style. Il fait ses coups à visage découvert, fait preuve d'humour et de politesse. Il veut qu'on parle de lui. Il veut rentrer dans l'histoire. Au point d'avoir une idée folle. Attaquer l'unité spéciale de correction pour libérer un maximum de taulards et se venger de l'administration pénitentiaire. Il organise l'assaut à la hâte. Le principe est simple. Lancer des armes et des cisailles par-dessus la clôture. Charge aux détenus de se délivrer. Leur plan leur semble suffisamment solide pour ne pas le repousser plus longtemps. Dimanche 3 septembre 1972. Serge Morin et Jean-Paul Viaud patrouillent dans une Plymouth de la police de Laval, à proximité de Saint-Vincent-de-Paul. Depuis l'évasion, la surveillance est accrue autour du pénitencier. Les 2 agents, de 26 et 29 ans, ont dû délaisser leur secteur de Laval-Est pour prêter main forte à leurs collègues. Il est 14h. La radio grésille. Des gardiens du pénitencier leur signalent une voiture de la marque Dodge qui roule à 150 mètres devant eux. L'agent Viaud accélère pour venir en contact. Dans la Dodge, Jacques a repéré les flics. Au volant, Mercier accélère. 90 km/h. Ils sont marrons, sans avoir eu le temps de lever le petit doigt. Jean-Paul se tourne vers Mérine.
On fait quoi ? On attaque quand même. Jacques s'occupe des flics et Mercier des gardiens de l'unité spéciale. La Dodge dérape sur le bas-côté, la gomme fume sur l'asphalte, Jacques bondit de la bagnole, il pose un genou à terre et canarde les 2 flics de Laval. Viaud et Morin ont tout juste le temps de se baisser. Les balles traversent le pare-brise et s'enfoncent dans le mousse des sièges. Leur réactivité vient de leur sauver la vie. Viaud freine comme il peut. La lourde Plymouth fait une sortie de route et termine dans le fossé. Morin gueule sur son coéquipier « Débarque, débarque !» Viaud s'extirpe difficilement de la Plymouth accidentée. Morin le suit pour se cacher derrière la bagnole. À quelques mètres, Mesrine vide son chargeur, dans l'intention de les tuer. Jacques et Jean-Paul essuient les tirs croisés des miradors et des gardiens qui protègent les clôtures. C'est un déluge de feu. Le pare-brise de la Dodge vole en éclats, pulvérisé par une décharge de chevrotine. Du verre atteint Jacques au visage. Une balle traverse sa chaussure sans le blesser. La dernière heure de l'ennemi public numéro 1 semble arriver. Au moins, sera-t-il mort en homme libre ? Jean-Paul prend une balle dans la jambe et une dans le bras. C'est le déclic pour Jacques. Il se hisse avec Mercier dans la Dodge et décampe malgré le pneu crevé. Derrière la Plymouth, les agents Viaud et Morin reprennent leurs esprits. La fusillade n'a duré que 2 minutes, mais ils ont eu le temps de voir leur vie défiler devant eux. Leur voiture est HS. De quoi laisser le temps à Mesrine et Mercier de disparaître. L'ennemi public numéro 1 n'aura pas eu sa vengeance. Pas avec les armes, du moins. Alors c'est par les médias qu'il l'obtient. Il envoie des cassettes audio à Photopolis, le journal de son ami et avocat Raymond Daoust. Il y dénonce les conditions de détention inhumaines de l'unité spéciale de correction. Ses prises de position lui attirent les sympathies des milieux contestataires. En cet automne 1972, mai 68 et le printemps de Prague ne sont pas loin. Le débat est vif en cette période d'élection fédérale. Daoust en fait ses choux gras. Cette publicité ravit Jacques, qui redoute l'anonymat comme la peste. Le Canada parle de lui, alors il restera au Canada. Mais en octobre 1972, on lui fait comprendre qu'il va falloir plier bagage. C'est Michel Hardouin, un Français en contact avec la pègre américaine, qui fait office de messager. Les flics sont sur les dents. Mérine les ridiculise et tue dans leur rang. En septembre, lui et Mercier ont abattu 2 gardes-chasse à Saint-Louis de Blanfort. Faute de pouvoir le serrer, la police lave cet affront en se prenant au gagne-pain de la mafia. Si Jacques ne quitte pas le pays, la pègre se chargera de lui faire quitter ce monde. Jacques n'a pas l'intention de défier son milieu d'adoption. Alors, il range son orgueil dans sa valise et passe la frontière. Il crèche à temps dans un palace à New York, avant d'atterrir au Venezuela. Novembre 1972. Le FBI retrouve la trace de Mesrine au Venezuela. Un mandat d'arrêt est délivré contre lui. L'ennemi public numéro 1 retourne en Europe. Le 17 novembre, il passe la frontière espagnole avec sa compagne canadienne. Il vient de se faire un nom impérissable en Nouvelle-France et il est prêt à entrer dans l'histoire criminelle de sa vieille France natale. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcasts. Cela vous permettra une écoute en avant-première et sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite. « 6 mars 1973. Les inspecteurs du SRPJ de Versailles sont en planque face au numéro 1 de l'avenue Pierre-Grenier, à Boulogne-Billancourt.
Au 11e étage, un homme vient de faire éruption sur son balcon. Il regarde en tous sens, comme une bête traquée. Le commissaire alentour jette un coup d'œil dans ses jumelles. Agrandi par la lentille, il reconnaît Bruno Dansereau, un justiciable québécois mêlé à une série de braquages sur le sol français et au meurtre d'un proxénète dans les Yvelines. Or, selon les autorités canadiennes, Bruno Dansereau n'est autre que l'ennemi public numéro 1 outre-Atlantique, Jacques Messrine. La discrétion, Jacques, ce n'est pas son truc. La veille, il s'est pointé dans un bar du quartier de la Madeleine à Paris pour régler son compte au patron. Une raclure qui balance aux flics. Manque de peau, le taulier n'était pas là. Mais les poulets, si. Il s'en est tiré de peu après avoir envoyé un flic au tapis. Jacques s'en fout de faire du tapage. Son honneur avant tout. Et puis, personne ne sait qu'il est en France. La preuve, il n'y a aucun flic en bas de l'immeuble. L'affaire a dû se tasser. Encore 2 ou 3 jours, et il pourra aller faire ses courses. Jeudi 8 mars 1973. Le commissaire Tour attend le moment opportun pour serrer Messrine. Les Canadiens lui ont dressé le portrait d'un homme prêt à tout. Un tueur de flics qui a laissé 2 gardes-chasse sur le carreau. Tour ne veut mettre en danger ni les voisins, ni ses inspecteurs. Un nouvel après-midi de planque débute. Le temps s'étire, comme toujours en planque. Un appel à la radio vient briser l'ennui. Messrine sort de l'immeuble. Il est déguisé, mais reconnaissable. Il se dirige vers l'épicerie. Alentour se tient prêt à donner l'ordre. Il voit Messrine revenir les bras chargés d'un paquet. Difficile de dégainer quand on a les bras pris. C'est le moment. Quand il va faire ses emplettes, Jacques n'est pas armé. Ici, tout le monde le croit architecte. Un flingue à la ceinture pourrait éveiller les soupçons. C'est la 3e fois qu'il sort de sa planque. Sa vigilance s'est émoussée. Mais pour le moment, tout va bien. Et dans quelques mètres, il sera chez lui, juste après l'abribus. Bouge pas, Jacques, ou t'es mort! C'est l'inspecteur Dormier qui a gueulé. Ils sont 6 avec le commissaire Tour à braquer leur canon sur Messrine. Le truand perd son paquet, mais pas la face. Bien joué. Vous m'avez eu. C'est du beau boulot. Le commissaire Tour ne peut pas dire le contraire. Dans l'attente de son procès, Jacques pourrit dans une cellule de la prison de la Santé. Pendant la perquise, les flics ont mis la main sur l'ensemble de son matos. Des flingues, des fusils, des centaines de balles et le Colt 45 impliqué dans le meurtre du Proxo. Tout ça n'augure rien de bon. Mais il a parié avec les inspecteurs du SRPJ qu'il serait bientôt dehors. Et Jacques est mauvais perdant. Le 6 juin 1973, Messrine comparaît au palais de justice de Compiègne. Il a laissé à l'auberge du Vieux Moulin quelques dettes qu'il rattrape. Dans le train qui le conduit au tribunal, le détenu se plaint de ses intestins. Le chef d'escorte fait fouiller les toilettes avant de l'y conduire. Il n'est jamais trop prudent. Arrivé au palais de justice, rebelote. Mais Messrine ne se prend pas pour de la merde. Les chiottes publiques ne lui conviennent pas. C'est dégueulasse. Il n'y a plus de papier. Le gendarme à qui il est menotté le conduit dans les toilettes réservées aux avocats. Jacques se hisse sur la pointe des pieds pour atteindre le Luger 9 mm. Michel Ardouin, son compère de braquage, l'a caché derrière la chasse d'eau. Mais elles sont hautes, à l'ancienne, et Jacques est menotté. Ses doigts rencontrent enfin le métal froid du semi-automatique. Il le glisse dans son blouson et tire la chasse d'eau.
Le téléphone sonne dans le bureau de Suzanne Antoine. La substitut du procureur, qui s'apprêtait à descendre, prend le temps de répondre. Au bout du fil, un officier de gendarmerie. Il sait que Mesrine comparaît aujourd'hui. Il met en garde la magistrate. Mieux vaudrait qu'il soit enchaîné pendant l'audience. Seulement, le code de procédure pénale l'interdit. Suzanne informe le juge Guérin, qui préside l'audience. Il tranche. Mesrine restera menottée à son gardien. 14h. L'audience démarre. Jacques est nerveux. Il n'a pas le droit à l'erreur. Le juge Guérin commence son réquisitoire. Monsieur Mérine, vous comparaissez pour... Jacques prend ça pour un signal. Il saisit la crosse du Luger et braque le canon sur le président. Tout le monde à terre, ou je tue le juge. Médusé, l'assistance obéit. Jacques se précipite vers Guérin et lui cale la bouche du Luger sur la nuque. Le gendarme qui le tient en laisse le libère. Suzanne Antoine veut s'interposer. Elle reste debout pour tenir tête à Mesrine. Il paraît qu'il ne s'en prend pas aux femmes. La détonation du Luger ébranle ses certitudes en même temps que ses tympans. La balle est passée juste au-dessus de sa tête. Elle s'aplatit aussitôt face contre terre et voit Mesrine quitter la salle d'audience, le juge Guérin en bouclier. Les gendarmes ont investi la cour du palais. Jacques tient fermement le juge contre lui. Il le sent déglutir de panique. Il sait que les poulets l'abattront à la minute où il lâchera le magistrat. Il lui reste une trentaine de mètres à faire. Le chef d'escorte s'avance, arme au poing. La réplique est immédiate et manque d'atteindre l'officier à la tête. Le porche de l'entrée, enfin. Jacques jette le juge de côté et se met à courir. Les gendarmes font aussitôt parler leur calibre. Les balles partent à la poursuite du fuyard. Et l'une d'elles trouve son bras. Mesrine fléchit sans plier. Il est bientôt au bout de la rue. La R16 est là, avec Michel Ardouin au volant. Jacques se jette dans la Renault. Fonce, je suis blessé. La R16 n'a pas fait 2 mètres qu'une estafette de gendarmerie lui coupe la route. Jacques l'arrose de 9 mm. Le chauffeur s'écroule. Ardouin parvient à dégager la bagnole et sème les flics dans la circulation. Jacques vient de gagner son pari contre le SRPJ. Les flics comprennent que c'est une pointure et qu'il va leur donner du fil à retordre. Pour ne rien arranger, les tuyaux habituels ne donnent rien. Mesrine est un solitaire. Personne ne semble savoir où il crèche. Pourtant, Jacques ne fait pas franchement dans l'anonymat. Son côté m'as-tu vu est à la mesure de son goût pour la provoque. De mars à septembre 1973, il enchaîne les braquages à visage découvert, pas moins de 80. Et parfois 3 à la suite. Les banques sont choisies à l'instinct, quand il passe devant avec ses complices. Mais le 27 septembre, l'instinct lui fait défaut. Le double braquage se solde par une fusillade et l'arrestation de l'un de ses complices. Pierre Verhaden n'est pas un pro. Juste un chef de chantier qui voulait rembourser son crédit avec l'argent d'un braquage, histoire d'éviter les heures sup. Les inspecteurs divisionnaires, Poteau et Tréhel, le cuisinent toute la nuit. L'interrogatoire musclé porte ses fruits. Au petit matin du 28 septembre 1973, il loge Mesrine, rue Vergniaud, dans le 13e arrondissement. Le truand occupe un appartement au 2e étage et se fait appeler Monsieur Lefebvre. Au cours de la journée, l'anti-gang arrive sur les lieux. L'immeuble est bouclé. Des tireurs d'élite se postent derrière les buissons du jardin et dans l'appartement voisin. Il est 19h30. Jacques dépose le diamant de la platine sur un 33 tours de James Brown. La voix rauque du roi du funk jaillit des enceintes. Il débouche une bouteille de champagne et retourne au pieu avec Francine, sa compagne. On frappe à la porte. Jacques empoigne son Colt 45 derrière son dos et va ouvrir. Sur le seuil, la concierge,
Elle le prévient qu'il y aura des travaux demain matin dans l'appartement. Jacques la salue et referme la porte. Depuis un peu plus d'1 an et demi, Robert Broussard dirige la brigade de recherche et d'intervention, la BRI, ou l'anti-gang pour les intimes. À 37 ans, il s'est illustré 1 mois auparavant en dénouant une prise d'otage à Brest. C'est le nouveau visage de la police française. À 37 ans, il a également le même âge que Mesrine, le nouveau visage du grand banditisme à la française. Il est 20h. Grâce à la concierge, Broussard sait que Mesrine est chez lui. Il monte au 2e étage et frappe à la porte de Monsieur Lefebvre. « Police, rendez-vous, vous êtes cerné. » Mérine bondit sur son Colt 45 et saisit une mitraillette. Il fait silence. 2e sommation, 3e sommation. Francine panique. Jacques fait le tour des fenêtres. Des flics partout. Il cherche une idée et gueule en allemand, espérant que les poulets ne savent pas qui ils viennent chercher. « Arrête tes conneries, t'en fais trop !» Broussard n'est pas dupe. À Brest, il a tenu la négociation pendant 36 heures. Il est rodé. Mesrine menace de tout faire sauter, d'allumer les locataires de l'immeuble en face. Broussard sait que ce n'est pas son style. « Je sais qui tu es. Tu es Jacques Mesrine. » De l'autre côté de la porte, Mesrine s'énerve. « Et toi, t'es qui pour me parler comme ça ?» Jacques récupère la carte de pêche que le commissaire Broussard glisse sous la porte. C'est bien lui, le mec de l'anti-gang, le type au collier de barbe. Il a suivi ses exploits dans la presse. Qu'un flic de son envergure vienne l'arrêter, ça prouve qu'il n'est pas n'importe qui. Cette fois, je crois bien que je suis fait. Broussard confirme. Jacques abdique. Il demande 20 minutes de répit. Le commissaire lui accorde. Il prend une casserole et fout le feu au plan de ses futurs coups. Quand on part en voyage, il faut faire le ménage derrière soi. L'odeur de brûlé remonte aux narines de Broussard. Il comprend, mais s'impatiente. Ça fait 3/4 d'heure que Mesrine joue au con. Il le presse. « Hé Broussard, on dit que t'es un dur de dur. J'aimerais vérifier si t'es aussi gonflé qu'on le dit. Tu serais capable de te présenter sans armes et sans gilet pare-balles au moment où j'ouvrirai la porte ?» Broussard relève le défi. Il dépose son flingue et son gilet et fait face à la porte, les bras écartés et le blouson ouvert, au risque de se faire refroidir. Mesrine peut-il en faire autant ? Le verrou cliquette. La porte s'ouvre. Mérine fait face à Broussard. Il bombe le torse, un cigare de nabab à la bouche. Ils rivalisent. Un grand truand face à un grand flic. Chapeau, Broussard. Tu ne trouves pas que c'est une arrestation qui a de la gueule ? Broussard lui passe les menottes. Les inspecteurs perquisitionnent l'appartement. Jacques ne se laisse pas abattre. Il claque des doigts pour que Francine serve le champagne. Ces flics le méritent. Ce sont eux qui ont arrêté Jacques Mérine. Le 29 septembre 1973, Mesrine retourne à la santé, derrière les murs de l'insalubre prison du 13e arrondissement. Il n'aura même pas fait 4 mois de cavale. Le 23 mai 1975, la réforme pénitentiaire du garde des Sceaux Jean Le Canuet donne naissance aux QHS, les quartiers de haute sécurité. Leur but ? Contenir les détenus violents ou susceptibles de s'évader. Logiquement, Mesrine est transféré dans celui de la santé. Depuis son arrestation, il répète à l'envi qu'il s'évadera. Il a déjà démontré qu'il valait mieux prendre ses menaces très au sérieux. Les conditions de détention au QHS sont inhumaines. Et Jacques est déterminé à le faire savoir. Comme il l'a appris au Canada, il use sa notoriété pour peser dans le débat public.
Dans cette première moitié des années 70, mai 68 continue de diffuser des ondes contestataires. Des mutineries éclatent dans les prisons françaises surpeuplées où rien n'a bougé depuis les années 20. Jacques se vante d'avoir fait fermer l'unité spéciale de correction outre-Atlantique. Il sait qu'il peut en faire autant ici. Les médias se font les relais de son combat. Les milieux maoïstes y voient un allié inespéré. Même à l'ombre, Jacques parvient à prendre la lumière. Mardi 3 mai 1977, la salle d'audience de la cour d'assises de Paris est pleine à craquer. 52 journalistes, des célébrités et des curieux de toutes sortes ont fait 3 heures de queue pour entrer. Le juge Charles Petit, qui préside la cour, donne le coup d'envoi du procès de Jacques Messrine. Le prévenu lui fait face dans le box des accusés. Les chefs d'inculpation retenus contre lui en pousseraient plus d'un à baisser la tête. Il n'en est rien. Messrine se comporte en superstar. Depuis 4 ans, il a conquis le public. L'instinct de mort, son autobiographie écrite en prison, est un best-seller. Les journaux ne parlent que de lui. Soit pour embrosser un portrait enjôleur, soit pour publier ses lettres de menaces à l'encontre de leurs journalistes. Quoi qu'il en soit, Messrine soigne son image. 19 mai 1977. Il écope de 20 ans de réclusion criminelle. Pendant les 16 jours d'un procès rocambolesque, il a vu sa carrière défiler devant lui. Il ne s'est pas démonté. Ni face à ce dont on l'accusait, ni face à ceux qui l'accusaient. Quand le commissaire Broussard s'est présenté à la barre, il l'a mis en garde. Leur prochain duel se fera dans la rue. Et c'est le premier qui tirera qui aura raison. Marché conclu. Pour Jacques, ce n'est pas une manière de parler. La rue, il compte bien y retourner très bientôt. Et fin 1977, il fait la rencontre d'un homme qui va lui permettre de tenir sa parole. François Besse, un as de l'évasion. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcasts. Cela vous permettra une écoute en avant-première et sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas. On se retrouve tout de suite. Mai 1978. Jacques Messrine vient de passer une nouvelle année en prison. Il lui en reste 19 à tirer. Le jugement a été clément, mais ces meurtres le rattrapent. Une aubergiste et 2 gardes-chasse québécois, un proxénète parisien et une tentative sur un flic. Messrine risque ni plus ni moins qu'une condamnation à perpète. Et la sentence pourrait bien être exécutée à la française, avec une guillotine. En cette fin de printemps 1978, Messrine est de retour au QHS de la Santé, la prison dont on ne s'évade jamais. Il a été transféré 3 mois plus tôt depuis la prison de Fresnes, en même temps qu'un autre détenu avec lequel il a sympathisé. François Besse, dit le petit François. Ce cambrioleur de 32 ans est aussi surnommé l'Anguille. Car de 1971 à 1975, il a réussi 3 évasions. Lundi 8 mai 1978. Il est 10 heures passées. Jacques est au parloir du QHS. Il s'entretient avec Christiane Giletti, l'une de ses 18 avocats. La pièce n'est pas plus grande qu'une cabine téléphonique. Les murs sont couverts d'agglos perforés, comme il y en a dans les garages pour accrocher les outils. Sans prévenir, Jacques cogne sur les cloisons. Vous allez voir, maître, je vais vous montrer qu'il y a des micros. Aussitôt, il bondit sur la tablette qui le sépare de l'avocate
et arrache une plaque du plafond. Derrière, une cache d'armes. 4 flingues, des bombes lacrymogènes et une corde de 18 mètres. Jacques empoche le tout, saute de la tablette et s'engouffre dans la coursive. Non sans s'être excusé d'un baise-main auprès de Maître Giletti. À l'opposé du parloir, dans le prétoire, les surveillants ne se doutent de rien. Mesrine répète si souvent qu'il se fera la belle qu'on ne le croit plus. Depuis l'arrivée du petit François, le grand Jacques tempère ses ardeurs. On dirait Laurel et Hardy, des comiques. Alors, quand les 2 détenus surgissent, armes au poing, c'est la stupeur. Sans ménagement, Jacques force le surveillant-chef à se déshabiller. Il enfile son uniforme, puis récupère le trousseau de clés et enferme les matons. François a eu le temps de se fringuer à l'identique. Tous deux foncent récupérer le grappin au mitard. Dans sa cellule, Carman Rives, condamné à perpète, les voit passer. Il demande à être libéré. Jacques le prend en pitié. Dans la cour de promenade, une 30aine de détenus et une échelle. Depuis quelques semaines, des ouvriers posent des grilles aux fenêtres des cellules pour renforcer la sécurité. L'échelle est assez haute pour passer le mur d'enceinte. Encore faut-il rejoindre le chemin de ronde, derrière la lourde porte qui en condamne l'accès. Le chef des ouvriers en a la clé. Et Jacques a le chef des ouvriers au bout du canon. La porte ouverte, les 3 comparses débouchent dans la longue cour de ronde. À l'angle, un surveillant dans sa guérite, flanqué d'un fusil 5 coups. Le temps qu'il comprenne la situation, Jacques le neutralise et lui prend son arme. François oblige les ouvriers à ramener l'échelle et monte le premier, agile comme un chat. Arrivé au sommet, il accroche le grappin et déroule les 12 mètres de corde côté rue. Les matons repèrent les fugitifs et déclenchent l'alarme. Dans la rue, des policiers sont alertés. Mesrine et Bess glissent le long de la corde. Avec leurs uniformes, ils font illusion. Au sommet du mur d'enceinte, Carman Rives est le dernier à se lancer. Il n'a pas le temps de toucher terre qu'il reçoit une balle dans le dos. Tant pis pour lui. Jacques et François se ruent en direction du boulevard Saint-Jacques. Une R20 arrive à leur gauche, ça fera l'affaire. Ils l'arrêtent et font descendre le conducteur. Sans avoir besoin d'utiliser la violence, leurs uniformes parlent pour eux. La R20 démarre en trombe et disparaît dans le 14e arrondissement. Jacques vient de réussir sa 4e évasion. Ex aequo avec François. La BRI du commissaire Broussard, associée à l'Office central pour la répression du banditisme, retrouve le Renault 20 boulevard Lefebvre, dans le 15e. Les analyses du véhicule ne donnent rien. Pas plus que les perquises chez Christiane Giletti, soupçonnée de complicité. Mesrine a filé sans laisser de traces, à part l'immense camouflet infligé au pouvoir public. Désormais, en France, il est l'ennemi public, numéro 1. Jacques et François trouvent refuge passage Charles-Albert, dans le 18e arrondissement. Jacques connaît bien le quartier. Il a grandi à quelques kilomètres de là, à Clichy. Il venait ici faire les 400 coups. Les premiers d'une belle carrière. Passage Charles-Albert, il prépare les prochains avec François. Jacques éprouve une amitié profonde pour son camarade d'évasion. Avec lui, il compte bien faire un bout de chemin. Et pour le commencer, il leur faut les moyens de travailler. Le 16 mai 1978, 8 jours après leur évasion, Mesrine et Bess braquent l'armurerie Brusson, à 2 pas de la gare de l'Est. Butin, 20 000 francs, 10 revolvers et 700 cartouches. 10 jours plus tard, le 26 mai, ils se rendent au casino de Deauville, déterminés à toucher le jackpot. Au casino, Jacques et François jouent les faux policiers. Ils demandent à être conduits auprès du directeur des jeux. Une fois dans son bureau, ils tombent les masques.
Je suis Mérine. Vous avez sans doute entendu parler de moi. » Le directeur des jeux a entendu parler de lui. Sans faire difficulté, il remplit de billets les 2 sacs de sport. Jacques et François embarquent le tout et traversent le casino en sens inverse. Une voiture de police les attend à la sortie. Un caissier a donné l'alerte. Mesrine et Bess ouvrent le feu. Les flics ripostent. Un vrai déluge. L'ennemi public numéro 1 se rue vers la bagnole. Les tirs des agents font mouche 2 fois, à la hanche et à la main. Jacques poursuit quand même sa course. L'adrénaline le tient. Il plonge dans la bagnole et démarre pour venir à la hauteur de François. Le petit est salement touché. Une balle dans la jambe, une autre dans la crosse de son flingue. À quelques centimètres près, c'était le cœur. François bondit à la place du mort, Jacques enfonce la pédale et met de la distance avec ses poursuivants. Immédiatement, le secteur est bouclé. Les flics savent que la voiture des 2 fuyards a un pneu crevé. Facilement repérable. Ils n'iront pas loin. Les gendarmes prennent le relais. Les routes de campagne, c'est leur rayon. Ils quadrillent la région de barrage. Il est 2h du matin. Jacques et François ont eu le temps de changer de bagnole. Une R14 dans laquelle ils s'approchent d'un barrage, à la vitesse réglementaire. Les gendarmes ne se doutent de rien, jusqu'à ce que Jacques écrase l'accélérateur et décharge son arme à travers la vitre. Les militaires ripostent. Les vitres de la R14 explosent, mais ils parviennent à passer. Jacques a pris une balle dans l'omoplate. Une autre a éraflé la tempe de François. Criblé d'impact, la R14 rend l'âme. Ils l'abandonnent un peu plus loin et poursuivent à pied, le long de la voie ferrée. Les hélicoptères tournent au-dessus d'eux. Ils se planquent sous les arbres et attendent la nuit pour repartir. Le 28 mai, à 6h30, un promeneur les signale dans le bois de Bernay. Il faut attendre 9h30 pour que la gendarmerie déploie un important dispositif. 200 hommes, des maîtres chiens, des hélicoptères et même le GIGN. Les bois sont ratissés. Mais entre le signalement et l'arrivée des forces de l'ordre, Mesrine et Bess se sont trouvés une autre planque. Jacques connaît la région comme sa poche. La maison de campagne de ses parents est à Louviers, à 50 bornes de là. C'est lui qui sert de guide aux 2 fugitifs. Ils font d'abord une halte chez des potes de François, avant de s'introduire dans la ferme de famille Lelaudet. Ils prennent tout le monde en otage et se font tranquillement raccompagner à Paris, cachés dans le coffre de la déesse familiale. C'est un échec cuisant pour les flics. Et ils le doivent en partie à leur manque de communication. BRB, OCRB, PJ, SRPJ, BRI, gendarmerie, chaque service tire la couverture à lui. Tous veulent être ceux qui servent Mesrine. La stratégie du grand Jacques fonctionne. Ses provocations dans les médias, sa popularité, sa croisade contre l'État énerve jusqu'aux plus hautes sphères. C'est la crédibilité des pouvoirs publics et des forces de l'ordre qui est en jeu. Et pendant 1 an, elle va prendre à nouveau de sérieux coups. C'est que Jacques a des comptes à régler. Avec la Société Générale d'abord. La banque a saisi ses droits d'auteur liés à la vente de L'Instinct de mort, son autobiographie. Alors, le 30 juin 1978, il prend en otage la famille d'un fondé de pouvoir pour le forcer à vider les coffres de l'agence du Rincy. Il repart avec 450 000 francs.
La justice, ensuite. Son traitement en QHS lui reste en travers de la gorge. Le 10 novembre 1978, il tente d'enlever le juge Petit qui l'a condamné à 20 ans de prison. Échec total. Le juge n'est pas chez lui et sa famille alerte les flics. Jacques échappe à l'arrestation, au nez et à la barbe des flics présents. La désorganisation des services de police atteint son paroxysme lors de l'enlèvement d'Henri Lelièvre. Mesrine et un complice, Michel Chaïevski, dit le Viking, kidnappe le milliardaire de la Sarthe le 21 juin 1979. Comme à Deauville, ils se font passer pour des flics. Une manière pour Mesrine de le ridiculiser. Le 25 juin, le fils Lelièvre reçoit une demande de rançon de 6 millions de francs. S'il ne paye pas, son père y passe. C'est l'Office central pour la répression du banditisme, l'OCRB, qui se charge du dossier. Normalement, Mesrine, c'est l'affaire du commissaire Broussard, depuis l'arrestation au Champagne. Mais l'enlèvement a eu lieu dans la Sarthe, en province. Et ce qui se passe en province est du ressort de l'OCRB. Le commissaire divisionnaire Lucien Aimé Blanc, qui le dirige, met en place une filature pour la demande de rançon. Le 12 juillet 1979, Michel Lelièvre, le fils du milliardaire, se rend à l'endroit où il doit déposer les 6 millions. Une quinzaine de véhicules banalisés dans son sillage. Jacques a mis au point un jeu de pistes en 5 étapes pour perdre les flics. Le fils de Lelièvre doit se rendre à un premier endroit où on lui en indique un second, et ainsi de suite jusqu'au terminus, le panneau publicitaire sur l'autoroute. Le fils du milliardaire doit y trouver les ultimes instructions pour remettre la rançon. Planqués dans un coteau surplombant l'autoroute, Jacques et Michel voient la merco du fils Lelièvre s'arrêter sur le bas-côté. Chaïevski sort de sa cachette et le met en joue. Le fils Lelièvre doit grimper le coteau pour les rejoindre. Voyant le fils Lelièvre s'enfoncer dans les fourrés, Aimé Blanc donne l'ordre à ses hommes d'intervenir. La BM banalisée des inspecteurs Sarda et Lejeune ralentit à la hauteur de Lelièvre. Ils n'ont pas vu Mesrine et Chaïevski sur leur promontoire. Jacques, lui, les a vus. Il presse 9 fois la détente de sa 22 long rifle. La BM des flics reçoit son lot de projectiles. Jacques s'empresse de déguerpir avec Michel, mais sans le fric. L'opération est un fiasco. Et le fils Lelièvre a failli laisser sa peau. Prenant au sérieux les menaces de mort qui pèsent sur son père, le fils Lelièvre décide d'honorer le second rendez-vous que lui fixe Mesrine. Cette fois-ci, sans les flics. Le 27 juillet, il échappe volontairement à sa surveillance policière et livre 10 millions de francs contre la libération de son père. Le lendemain, Mesrine relâche le milliardaire, 38 jours après son enlèvement. Du ministère de l'Intérieur à la présidence de la République, la pilule ne passe pas. Le 21 août 1979, le ministre de l'Intérieur désigne à la tête de tous les services Maurice Bouvier, alors directeur central de la police judiciaire. Et Bouvier désigne le commissaire Broussard à la tête de l'enquête sur Mesrine. La consigne est simple. Il faut en finir avec l'ennemi public numéro 1. Jacques se sent pousser des ailes. Il est riche, célèbre, iconique, invincible, et malheur à ceux qui salissent son nom. À commencer par certains journalistes qui n'ont pas le courage de leurs mots. En premier lieu, Philippe Bouvard, auteur de chroniques diffamatoires dans François. Mais également Jacques Tillier, qui a prétendu dans le journal d'extrême droite Minute que Mérine lâchait ses complices pour sauver sa peau.
Apprenant que le journaliste fait des pieds et des mains pour obtenir une interview, il lui fixe rendez-vous. Le 10 septembre 1979, en compagnie d'un complice, Jacques Messrine torture Tillier dans une grotte de la forêt d'Alat. Après l'avoir forcé à se déshabiller, il le passe à tabac et le prend en photo dans son plus simple appareil, avant de le laisser pour mort avec 3 balles dans le corps. De tous ses péchés d'orgueil, Messrine vient de commettre celui qui coûtera le plus cher. Tillier n'est pas seulement un journaliste, c'est surtout un ancien flic. À peine sorti de sa convalescence, il active ses réseaux et donne aux flics le nom de l'actuel complice de Messrine, Charles Bauer, un ancien tôlard originaire de Marseille, militant révolutionnaire qui a passé 9 ans dans les QHS. Jacques et Charlie se sont connus à l'été 1979. Ils partagent la même répulsion pour les quartiers de haute sécurité et le goût des opérations musclées pour arriver à leur fin. Jacques sait qu'il peut compter sur Charlie depuis l'enlèvement de Tillier. Le Marseillais a tenu ses nerfs et sa langue. Et puis, leurs nanas s'entendent bien. Au début de l'automne 1979, l'équipe d'inspecteurs de la BRI et de l'OCRB, menée par Broussard, apprend que la compagne de Bauer possède une R14. Les flics épluchent 17 000 contraventions. Si la R14 s'est pris une prune, ils sauront dans quel secteur. Leur travail de fourmi porte ses fruits. La Renault est localisée près de la gare Saint-Lazare. Fin octobre 1979, les flics identifient Charles Bauer au 101 de la rue Saint-Lazare. Broussard déclenche la filature, en espérant que le Marseillais le conduise à Messrine. Jacques fait profil bas depuis l'affaire Tillier. Il habite un studio dans le 18e arrondissement avec Sylvia Jean-Jacot, une femme de 28 ans qu'il a connue à Pigalle. Il file le parfait amour. Jacques passe ses journées à lire les journaux et à regarder la télé. Il traque la moindre information qui parle de lui. Avec Sylvia, ils ont le projet de partir en Italie. Jacques lui fait miroiter une nouvelle vie dans laquelle il ne serait plus l'ennemi public numéro 1. Le 31 octobre 1979, se rendant chez Messrine, Bauer le vend aux flics sans le vouloir. Le grand Jacques est identifié au bras de sa compagne, sortant de l'immeuble qui occupe le numéro 35 à 37 de la rue Béliard. L'excitation gagne les inspecteurs en planque. L'ennemi public numéro 1 est à portée de menottes. Mais Broussard refuse de précipiter une interpellation. Lors de leur dernière confrontation, Messrine lui a promis un duel, c'est-à-dire un bain de sang. Le 1er novembre, le commissaire déploie ses hommes autour du domicile de Messrine. Pour l'appréhender, il met en place un dispositif qui doit éviter les morts inutiles. Vendredi 2 novembre 1979. Traditionnelle journée des morts. Jacques se réveille en début d'après-midi, l'estomac retourné par ses abus de l'avant-veille. Sylvia est à ses côtés, toujours aussi belle avec ses traits d'italienne. Il lui souhaite un bon anniversaire et lui promet une soirée inoubliable. Sylvia lui propose de repousser le rendez-vous qu'ils ont à Marly-le-Roi dans 2 heures, pour laisser à Jacques le temps de se refaire une santé. Il n'a plus 20 ans, mais 43 ans dans un mois. Jacques refuse. Pourquoi remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui ? Il est 15 heures. La quarantaine d'hommes de Broussard quadrillent le quartier autour de la rue Béliard. Le commissaire se trouve à 200 mètres, dans une allée parallèle au boulevard périphérique. La radio lui indique que Messrine et sa compagne sortent de l'immeuble. Il s'installe dans une BMW grise.
La filature se met en place. La fébrilité gagne les flics. L'ennemi public numéro 1 les fait courir depuis 18 mois. 18 mois de cavale et de provoque. 18 mois à les ridiculiser. Dans la BMW grise, Jacques et Sylvia ressemblent à n'importe quel couple qui part en week-end. À quelques flingues et grenades près. Jacques ne se déplace jamais sans ses grenades incendiaires. Il mourra les armes à la main comme d'autres meurent sur scène. C'est le destin qu'il s'est choisi depuis qu'il est gamin. 15h15. Porte de Clignancourt. La BMW grise s'apprête à tourner à gauche sur le boulevard Ney. Elle s'arrête au feu rouge. Cernée de véhicules banalisés. Derrière, une Peugeot 104. À sa droite, une Citroën GS. Devant, un camion bâché, comme les primeurs en possèdent. 4 tireurs d'élite en guise de cargaison. La situation est idéale. Broussard donne le coup d'envoi. Allez les enfants, on y va. Derrière le volant de la BM grise, Jacques voit les flics bondir de leur bagnole. Il voit les canons le fixer de leur œil sans pupille. Il a compris. C'est l'heure de vérité. À lui de tirer le premier. Il amorce un geste. Un déluge de feu s'abat sur la BMW, clouant à son siège l'ennemi public numéro 1. Les flics n'ont pris aucun risque. Bloqué dans la circulation, Broussard arrive après la sentence. Derrière le volant, Jacques Messrine gît, la tête sur le côté, le corps retenu par la ceinture de sécurité. Déjà, les curieux se pressent autour de sa dépouille. Les journalistes l'étalonnent, les flashs crépitent. C'est la cohue sur la place de la porte de Clignancourt. Jacques Messrine n'est plus. Mais l'ennemi public numéro 1 vient de rentrer dans la légende.